d'accueillir parmi nous Pascal Saint-Amand, directeur des affaires fiscales de l'OCDE. Alors, pour le bon déroulement de notre visioconférence, je vais demander à tous les invités de couper leur caméra et leur micro, ceci pour assurer une bonne fluidité et de manière à ce qu'on puisse bien profiter de notre orateur. Voilà, et donc je voudrais, avant de passer la parole à Jean-Philippe Saint-Jour, qui va introduire notre orateur, excuser Daniel Keller, le président de l'Association des anciens élèves de l'ENA, qui n'a malheureusement pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Et également, je dirais, remercier nos fidèles sponsors que sont CNP Assurance, Préfonds, Banque Transatlantique et un quatrième. GMF. Et voilà, et GMF pour leur soutien fidèle à l'Association des anciens élèves de l'ENA et par là même, je dirais, à l'événement d'aujourd'hui. Remercier également Gide qui, une fois de plus, nous accueille numériquement cette fois-ci, mais on devait normalement se retrouver dans leurs locaux. Nous avons un partenariat entre le Cercle ENA Entreprises et Gide maintenant depuis 8 ans qui fonctionne très bien. Grâce à la bienveillance et au soutien de Gide, qu'il soit une fois de plus remercié ce soir. Voilà, Jean-Philippe, je te laisse la parole. Je remercie Gide qui fait que techniquement, on a pu se ressaisir facilement et ça a l'air de marcher, je touche du bois. D'une part, donc premier remerciement supplémentaire et merci à tous d'être là. Comme ça dépasse mon écran, la liste des gens qui sont là, j'imagine qu'on est très nombreux. Et donc, merci. On est une quarantaine déjà, mais je pense que c'est en train de monter, là, de minute en minute. Absolument. Donc, c'est la dernière conférence de cette année. Et donc, je vous souhaite par avance de joyeuses fêtes, en espérant que les différents Delta et Omicron nous lâcheront les baskets, si je puis dire, car nous avons un programme assez fourni en 2022 dès le premier trimestre, avec 3 choses déjà programmées. Mathieu Laine qui nous parlera de l'État nounou. Agnès Verdier-Molinier, c'est même pas la peine de vous dire qu'elle va vous parler de la dette au mois de février. Et Pierre-Henri Tavoileau, qui est un nouveau philosophe, disons, et qui aura notamment pour thème « Comment gouverner un peuple roi ». Voilà, pour le spot publicitaire du début, de la fin d'année et du début de l'année. Mais revenons à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, réforme de la fiscalité internationale, enjeux et réalisation, c'est un titre sage. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous propose réforme ou révolution. Mais bon, on a joué la sagesse. Pascal va sûrement nous stimuler. Donc cette réforme, cette révolution, c'est votre combat, Pascal. S'il fallait illustrer la ténacité ou la résilience, pour faire moderne, Pascal Saint-Amand serait sûrement à coup sûr un très bon exemple de ténacité et de résilience. Alors les journalistes vous font dire que vous êtes entré dans la fiscalité par hasard, pas tombé, mais entré dans la fiscalité par hasard. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un hasard dont vous êtes très bien accommodé au vu de votre parcours. Alors vous êtes, je ne veux pas faire trop détaillé, mais vous êtes entré donc à la sortie de l'ENA après d'autres diplômes, HEC et Sciences Po. Vous êtes entré à la direction de la législation fiscale. Parcours progressif, classique, mais quand même déjà très marqué, puisque vous y dirigez notamment les bureaux en charge des agréments pour le bénéfice mondial et consolidé des grandes multinationales, point qui nous rassemble d'ailleurs. À 20 ans d'écart, on a fait la même chose. Puis les affaires fiscales internationales. Et à ce titre, vous participez à de nombreuses négociations bilatérales et multinationales. Vous présidez le groupe de travail, dit groupe de travail numéro 1
du Comité des affaires fiscales de l'Union européenne, vous êtes membre du Comité des experts des Nations unies sur la coopération financière internationale, et donc avec cette expérience internationale déjà très importante acquise en 10 ans, vous rejoignez l'OCDE en 2007, où vous allez développer ce que je qualifierais, c'est moi qui parle, votre fil rouge, qui est la moralisation de la fiscalité internationale. C'est moi qui parle. Hein. Je ne sais pas si vous adhérez à ce raccourci, mais ça y ressemble quand même. Hein. Moralisation de la fiscalité internationale. Évidemment, vous avez été aidé par les crises dans la dernière partie, par les crises, par les scandales, à partir de 2008. Ça tombait bien, vous étiez là. Et aussi, vous avez été aidé par le support d'une équipe efficace, multinationale, celle du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE, que vous dirigez. Vous dirigez, et c'est donc vous qui portez le drapeau et qui menez la négociation. En bref, pour résumer 2008-2021, les résultats sont 1. La mise en place du projet BEPS, je traduis tout de suite en français, érosion de la base fiscale et transfert de bénéfices, qui est décidé par le G20 en 2012 et dont l'OCDE est le maître d'œuvre, ou d'ouvrage même, on pourrait, enfin, maître d'œuvre, peu importe, mais enfin, c'est vous qui mettez en œuvre ce projet. Et donc, ça vous occupe beaucoup, au point que, aboutissement des choses, presque aboutissement des choses, le 8 octobre de cette année, la décision de 136 pays de mettre en place un dispositif fiscal, que vous allez nous commenter, et qui comprend, si j'ai bien compris, parce que les journalistes ne nous ont pas beaucoup aidés, je trouve, qui comprend, premièrement, un impôt de 15% minimum sur les entreprises, quelle que soit la localisation des bénéfices. Donc un impôt supplémentaire pour ceux qui ne paieraient pas déjà 15%. Ça, c'est la première partie, c'est d'ailleurs le pilier 2, comme on dit. Et deuxièmement, une meilleure allocation géographique des impôts payés par les 100 plus grandes multinationales, entreprises mondiales, groupes mondiaux. Et là, on n'est pas dans un impôt nouveau, si j'ai bien compris, on est dans la redistribution. Mais si je n'ai pas bien compris, vous allez nous le dire. Alors, si c'est bien ça, ça change la donne, en effet, de manière très, très importante. Je ne vais pas dire lourde, mais très importante. Le 8 octobre, c'était hier. Vos échéances sont 2022-2023 selon les piliers. Vous êtes donc dans le dernier kilomètre et en sprint. Je crois interpréter les attentes de l'auditoire en posant les questions suivantes, qui ont sûrement déjà orienté votre propos. Comment est-ce que vous avez pu réussir? 136 pays, c'est beaucoup, et c'est beaucoup de diversité fiscale. Les obstacles géopolitiques que vous avez franchis, quels sont-ils? Enfin, j'imagine que vous avez des anecdotes et techniques et géopolitiques à nous raconter. Qu'est-ce qui reste à faire dans ce dernier kilomètre? Mes souvenirs de fiscaliste, c'est que c'est très complexe et très technique, et donc il doit vous rester pas mal de choses à faire, mais vous allez sûrement nous en dire plus. Et quelles conséquences probables, macroéconomiques, microéconomiques, est-ce que tout ça est modélisé? On peut attendre de ces nouveaux dispositifs, à la fois d'impôt minimum et de redistribution, du point de vue des flux économiques. Est-ce qu'on anticipe des choses? Et éventuellement des effets pervers, parce que chacun sait que l'impôt est toujours... Enfin, on essaie toujours de contourner l'impôt, pour être... Voilà les questions principales que moi je me pose. Je pense que l'auditoire se les pose aussi. Avant, peut-être qu'il faudra que vous nous fassiez un petit peu de pédagogie sur les deux piliers, savoir si, pour trier dans ce que les journalistes ont dit et peut-être aussi dans ce que j'ai dit. Nos amis de Gide poseront la première question et André Autran nous triera les questions de l'Assemblée. Voilà, vous Alors, avez la parole. les participants à cette visioconférence, à ce webinaire, peuvent poser des questions en appuyant sur la bulle qui est en haut de l'écran, et les questions seront traitées et je les relayerai fidèlement. Merci à tous. À vous.
Merci beaucoup et bonsoir à tous. Désolé de ne pas être présent physiquement. Les temps qui courent, de toute façon, ne me le permettent pas vraiment et ce n'est pas raisonnable. Donc, content néanmoins de vous retrouver sous ce format. Je recommande à Gilles de passer sur Zoom ou Teams, qui est une plateforme qui ne marche pas très bien, qui ne permet pas de voir la salle, mais ce n'est pas très grave. On fait avec Teams. Je trouve que Microsoft est très en arrière sur le design de sa plateforme. Ceci dit, et voyez, on parle de l'économie numérique qui est devenue notre réalité. Alors, ceci dit, ce que je vais faire, si vous en êtes d'accord, et je sais qu'il y a quelques fiscalistes dans la salle, je ne peux pas les décevoir parce qu'ils savent tout ce que je vais dire et je ne dirai rien qu'ils ne sachent, car je vais respecter la confidentialité des négociations en cours. Donc, la présentation, elle est plus pour les camarades anciens élèves de l'ENA qui ne sont pas nécessairement des fiscalistes ou qui sont des fiscalistes qui n'ont pas été dans la discussion. Mais le propos ce soir n'est pas de donner des informations confidentielles ou précises ou trop précises sur les négociations qui se poursuivent dans l'élaboration des règles juridiques. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de remettre un peu en perspective ce qui s'est fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie à la fois sur la mondialisation, sur la population, sur le vivre ensemble, sur la réconciliation des classes moyennes avec la globalisation. Donc, plutôt que de faire un exposé des techniques fiscales, essayez de placer les choses en perspective et bien sûr de vous expliquer de quoi il s'agit précisément et de pouvoir vous indiquer quelles sont les attentes qu'on a en termes d'âge. Alors, ce que je voudrais commencer par dire, c'est que la fiscalité internationale, dans laquelle je suis tombé petit, en quelque sorte, en sortant de l'ENA, un peu par hasard, parce qu'on choisit, comme vous le savez tous, son affectation en fonction de son emplacement. Et moi, il me passait la direction de la législation fiscale et Patrice Forger, à l'époque le directeur, avait décidé de m'affecter à la fiscalité internationale parce que, à l'époque, on est en 1996, il se passe deux, trois choses. Le G7 a notamment mandaté l'OCDE pour faire un rapport sur les pratiques fiscales dommageables, sur la compétition fiscale, avait-il dit. Et c'était à l'initiative de Bill Clinton, qui voulait faire une réforme de la protection sociale américaine, que fera beaucoup plus tard le président Obama, et il pensait que récupérer un peu d'argent un peu sur les sociétés qui étaient très peu acquittées en raison d'une planification fiscale très agressive des entreprises, déjà, était nécessaire. Et Patrice Forger avait dit il va peut-être se passer deux, trois choses dans ce secteur, donc t'as qu'à devenir le chargé de mission auprès du sous-directeur de l'UJBF, chargé des affaires internationales. Et c'est comme ça, en réalité, que les choses ont commencé. La fiscalité internationale, les professeurs de droit fiscal international s'amusent à dire que, en fait, ça n'existe pas. On fait un cours sur quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que vous le savez, la fiscalité est au cœur de la souveraineté. Le consentement à l'impôt est lui-même au cœur de la démocratie. Et les démocraties qui sont la forme de gestion de nos États modernes, à l'Ouest, eh bien, la fiscalité joue un rôle très, très particulier et très fort dans l'affirmation de la souveraineté de ces pays. Et donc, la fiscalité, elle est d'abord conçue pour financer un modèle social, financer un modèle de société, au-delà du modèle social, dans un pays. Et elle ne s'intéresse pas à ce qui se passe au-delà des frontières. Les choses ont un peu changé il y a un siècle, lorsque la fiscalité est passée au mode direct. On était sur une fiscalité largement indirecte au XIXe siècle, les droits d'accise, les droits sur les transactions, et on est passé à une fiscalité directe. Grosso modo, c'est à peu près en même temps que la Première Guerre mondiale. Les premiers impôts sur le revenu des personnes physiques et des sociétés, c'est 1917.
Et à partir de là, se crée une problématique, alors qui avait émergé un tout petit peu avant, mais une problématique de risque de double imposition. C'est-à-dire, si je taxe un impôt sur les sociétés ou un impôt sur les personnes physiques, mais résidant sur une base mondiale, et que je taxe les non-résidents sur les revenus qui prennent naissance sur mon territoire, ben le même revenu, s'il est perçu, le même revenu transfrontalier qui est perçu par une personne dans un autre pays, mais qui prend sa source dans un pays, ben peut faire l'objet d'une double imposition si tout le monde a un impôt sur les sociétés ou un impôt sur les personnes physiques. Et c'est dans ce contexte-là que les États se sont dit, ça c'est pas terrible, c'est bien de taxer, mais taxer deux fois, c'est pas bien, ça va limiter les investissements. Et donc, ils ont commencé à négocier des conventions bilatérales et assez vite se sont rendus compte qu'il y avait besoin d'un modèle. Ils ont demandé, ils ont commissionné des experts économiques. Et c'est la Société des Nations qui a fait ça dans les années 20. Et en 1928, la Société des Nations est parvenue à un modèle de convention fiscale qui a été adopté et qui sert toujours de base aux conventions fiscales bilatérales. Il y en a plus de 3500 aujourd'hui dans le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment dans les années 20. On est dans l'élaboration d'une pensée économique, d'ailleurs, Keynes n'est pas loin, mais qui repose sur des économies fermées. Donc, c'est un modèle d'économie fermée. Le modèle de convention fiscale visant à l'élimination des doubles impositions fonctionne dans un monde à économie fermée avec assez peu de transactions internationales. Ce modèle est néanmoins complet et il prévoit une modalité de taxation des multinationales qui existe déjà en disant, et il y avait deux choix possibles alors, comment peut-on taxer mondialement, comment peut-on taxer quand il y a plusieurs États les multinationales. Et les deux choix étaient soit on regarde la multinationale comme une entité économique et on regarde son profit global et on se le répartit entre les pays. Il faut trouver des clés de répartition pour que chacun ait sa juste part. Ou alors, et c'est la solution qui a été retenue, on va dire on ignore le fait que c'est une entité économique, on va regarder les entités juridiques. Mais si on regarde les entités juridiques comme elles émanent d'une entité économique, eh bien, il va falloir obliger ces entités juridiques à chacune avoir la part de profit qui devrait lui revenir si ces entités étaient indépendantes les unes des autres. Et c'est ce que l'on appelait le principe de pleine concurrence, une mauvaise traduction française de l'anglais qui est Arm's Length Principle. Arm's Length Principle est beaucoup plus parlant puisque les transactions doivent se faire à distance de bras. Quand on est dans une famille, on s'embrasse, un groupe c'est une famille, et donc on fait ce qu'on veut. Et lorsque on traite avec des gens qui sont des tiers, eh bien on se tient à distance de bras. Et donc on doit faire comme si les prix étaient des prix de marché. Et c'est ce modèle-là qui a prévalu, qui l'a emporté et qui a ensuite été repris par l'OCDE quand l'OCDE a été créé, par les Nations Unies qui l'ont un peu modifié pour donner plus de droits d'imposer aux pays qui importent du capital et qui donc payent des redevances, des dividendes, des intérêts ou des gains en capital à des non-résidents qui veulent taxer davantage sur la source, alors que les pays exportateurs de capitaux, qui ont ceux qui étaient prédominants dans la Société des Nations, parce qu'on est avant la fin du colonialisme, avant la décolonisation, eh bien, on a un modèle qui est un modèle ONU, un modèle OCDE, mais fondamentalement, on est dans une boîte. Et ce qui s'est passé, et j'en viens au propos de BEPS, l'accord qui a été conclu le 8 octobre dernier, on est dans cette situation où vous avez des règles juridiques assez sophistiquées, appliquées largement, 3500 conventions fiscales, et une situation où en réalité, à compter des années 80, parce qu'on peut le dater du Reaganisme, du Thatcherisme, et de cette idéologie qu'on a tous appris à l'école ou que vous avez pratiqué au cours de vos carrières, qui est un peu de l'idéologie, qui est une idéologie libérale qui veut que, c'est ce que j'ai appris à la fois à Sciences Po et à l'ENA, la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, le commerce c'est mieux que pas de commerce, même quand il y a des écarts comment dire, de productivité entre les pays et qu'un pays est plus productif sur tous les secteurs, mais il y a quand même un intérêt à faire de l'échange. Et cette idéologie-là s'est traduite par la fin du contrôle d'échange, par la financiarisation de l'économie, par les accords
d'investissement, par les différents rounds en matière de libéralisation du commerce et par le fait que les frontières sont tombées les unes après les autres, sans mentionner la construction de l'Union européenne, la construction du marché intérieur qui a littéralement supprimé les frontières intérieures dans l'Union européenne pour la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens et commencer par les capitaux, les services, les marchandises et les personnes. Et donc, on a eu presque 30 ans de libéralisation dont les multinationales ont profité, mais les multinationales ont fait profiter le monde de cette globalisation en accroissant le niveau de vie avec une augmentation du niveau de vie, si on le prend en moyenne mondiale, absolument extraordinaire, même si ça s'est traduit, et on en paie aujourd'hui en quelque sorte les pots cassés avec l'émergence des populismes, notamment dans nos démocraties occidentales, ça s'est payé par une paupérisation relative, une sensation de paupérisation des classes moyennes européennes qui ont vu un transfert du travail et une partie de la création de richesse dans les pays à bas coût de main-d'œuvre, notamment, mais aussi, et je viens au fiscal, par la délocalisation des profits dans les pays, notamment les petites économies ouvertes, qui se sont positionnés dans cet environnement où les frontières étaient tombées les unes après les autres pour dire, mais tiens, puisque les frontières sont tombées, puisqu'on peut très facilement faire bouger du capital, faire bouger du travail, faire bouger de la matière fiscale, eh bien, on va attirer cette matière fiscale en offrant des régimes fiscaux favorables. Et on a vu, à compter du début des années 90, l'émergence d'une concurrence fiscale de plus en plus âpre, qui, bien sûr, a commencé en disant ben, je ne me l'applique pas à moi-même, je fais du ring fencing, comme on dirait en anglais, du cantonnement, je donne des avantages fiscaux aux étrangers pour qu'ils localisent leurs profits chez moi. Et d'ailleurs, s'ils amènent de la substance, c'est mieux, mais même s'ils n'amènent pas de substance, ils amènent un petit peu d'avocats, fiscalistes et qui peuvent enregistrer leur patente chez moi, ben, je me porte mieux. Et donc, vous avez eu une course au moins de mise en fiscale qui s'est organisée et qui a provoqué, j'ai commencé ma présentation par ça, qui a provoqué cette réaction des États-Unis et du G7 en 1996. On est au sommet du G7 de Lyon en juin avec un mandat à l'OCDE parce que c'est l'organisation qui traite de fiscalité internationale et l'Union européenne prend aussitôt après le sujet pour le traiter au sein de l'Union européenne et le commissaire Monti, qui était commissaire au marché intérieur, la fiscalité était un peu orpheline dans les portefeuilles des commissaires européens, dit on va faire le paquet fiscal, le paquet fiscal pour essayer d'apporter un peu de régulation, même si on n'utilisait pas le mot à l'époque, pour limiter cette concurrence fiscale. Et donc, vous avez une première tentative qui est dans les années 90. Je fais court pour ne pas faire durer mon intervention trop longtemps, mais ça fait long feu, ça ne marche pas bien, et c'est en quelque sorte un échec. Il y a les prémices. Alors, ces prémices, c'est d'une part l'élaboration par l'OCDE d'un modèle de ce qui devrait se faire en matière d'échange de renseignements, parce qu'avant même de parler de la concurrence fiscale, au niveau des entreprises, vous avez tout bêtement le secret bancaire, le secret fiduciaire, le fait que certains pays disent notre souveraineté ne consiste pas à vous aider, vous, enfers fiscaux, à taxer les contribuables. Et nous, on souhaite la bienvenue aux capitaux, je parle de la Suisse, je parle de Luxembourg, de Singapour, de Hong Kong, des Caïmans, de Jersey et d'autres juridictions à secret bancaire. Nous, eh ben, on accueille ces capitaux. Ce n'est pas de notre faute si vous massacrez les propriétaires et de savoir si c'est légal ou pas dans ces pays de ne pas déclarer les revenus liés à ces capitaux. Ce n'est pas notre souci. On n'a pas besoin de coopérer avec vous pour cela. Donc, on avait une sorte de trou noir là, qui était le secret bancaire. Donc, on pensait que jamais on en viendrait à bout. Donc, il y a une tentative. On dit qu'il faudrait échanger des renseignements à la demande. L'OCDE fait un modèle. L'OCDE, et c'est vraiment un peu l'ancien monde, l'OCDE identifie les pays non membres de l'OCDE qui ne respectent pas ce standard et dit on va vous blacklister. Bien sûr, sans mentionner la Suisse, le Luxembourg, la Belgique ou l'Autriche, qui étaient 4 États membres de l'Union de l'OCDE qui avaient
du secret bancaire. 3 d'entre eux étant membres de l'Union européenne. Donc, vous avez ce volet-là, qui fait l'objet de travail. Vous avez un autre volet qui est la concurrence fiscale. Et ce qui ressort de ces travaux, c'est un code de conduite dans l'Union européenne qui est une duplication. Je reviendrai sur l'articulation Union européenne-OCDE, une duplication, un copier-coller du code de conduite de l'OCDE qui dit vous ne pouvez pas faire des régimes fiscaux qui vont attirer des capitaux étrangers si vous ne les appliquez pas à vous-même. En gros, vous ne pouvez pas faire de ring fencing, vous ne pouvez pas faire de la discrimination et si vous voulez faire des régimes fiscaux favorables, faites-les de façon générale et pas ring fence, ce qui a conduit en réalité à accroître la concurrence fiscale. L'Irlande, qui avait un régime des docks de Dublin, qui était une exonération pour les étrangers, a dit qu'à cela tienne, on va réduire la fiscalité pour tout le monde, y compris les Irlandais. On descend le taux à 12,5%. Et comme les choses en fiscalité sont toujours complexes et que ce que l'on voit, c'est le taux, alors que ce qu'il faudrait regarder, c'est la base fiscale, les Irlandais offrent des tas d'avantages sur la base fiscale, d'autant qu'entre-temps, les États-Unis, très irrités que l'Union européenne est organisée via la suppression de ces frontières intérieures, une sorte de concurrence fiscale à tout craint, les États-Unis ont laissé faire. Il y a une erreur qu'ils ont commise dans une régulation qu'on appelle check the box, qui a permis en gros aux boîtes américaines de ne plus payer d'impôts aux États-Unis sur les profits faits à l'étranger, ce que la France pratiquait depuis le train bleu de Giscard d'Estaing, avec un principe qui est que on ne taxe pas en France les profits dans l'Union européenne, les profits faits par nos entreprises à l'étranger. Donc le paysage que j'essaye de vous dresser en introduction, un peu longue, c'est que vous avez une base de départ qui est une base qui correspond à un monde d'économie fermée avec peu d'interactions internationales, une évolution de l'économie qui change radicalement les choses, qui se traduit par une concurrence fiscale un peu effrénée et un manque de coopération. Mais comme les pays sont souverains, se mettre d'accord sur des règles, c'est pratiquement impossible. Et on constate d'une façon un peu dépitée que les choses ne vont pas bien, mais c'est comme ça et on ne peut rien faire. Et alors, quand vous ajoutez à cela l'élection de Bush aux États-Unis en 2000, Bush pensant qu'il n'y a pas de paradis fiscaux, mais qu'il n'y a que des enfers fiscaux, et soutenu par des think tanks américains extrêmement agressifs contre la fiscalité, vous avez une sorte d'échec de surplace. L'Union européenne a une directive pour mettre fin au secret bancaire qui en réalité renforce le secret bancaire, c'est la directive de 2000 qui dit les pays pourront faire une coexistence entre les pays qui mettent fin au secret bancaire et ceux qui ne mettent pas fin au secret bancaire et qui verseront une partie de l'impôt qui a été éludé, ils verseront ça au pays de résidence des contribuables et sans donner le nom des contribuables. Donc c'est une sorte de sanctuarisation du secret bancaire. 2008 est vraiment l'acte fondateur de cette réforme, de cette révolution, on l'appelle comme on veut, qui se produit depuis lors, donc depuis 13 ans maintenant. On a un véritable changement. En anglais, on dirait sea change, le terme révolution ou réforme, mais un vrai changement de fond qui est intervenu. Alors pourquoi 2008 ? Parce que c'est l'explosion de la crise qui a commencé en août 2007, comme vous le savez, avec la crise des subprimes. Et c'est le moment, parce que vous avez un effondrement, une implosion du système, capitaliste, qui fait que les gouvernements réagissent, anticipent un peu, ils réagissent en grande partie, ils anticipent un peu en disant cette situation est intenable, on a l'obligation de sauver les banques qui vont faire totalement imploser le système. Pour sauver les banques, il faut mettre des milliers de milliards de dollars sur la table. Ces milliers de milliards de dollars, c'est de l'argent du contribuable. Or, on voit bien que les banques aident les contribuables à ne pas payer les impôts en organisant le secret bancaire. BNP Paribas est en Suisse, et si BNP Paribas s'effondre, UBS s'effondre, et donc si on soutient BNP Paribas, on aide en quelque sorte UBS à survivre, et tout ceci ne va pas, d'autant que c'est accompagné en même temps d'une fuite de leaks. Le premier d'entre elles, c'est en février 2007, qui avait révélé, c'est le scandale de Liechtenstein,
qu'il y avait massivement de l'argent dissimulé en Suisse, au Liechtenstein et ailleurs, en dépit de la pression mise sur les États au cours des années 90 et 2000 pour réduire la taxation du capital, aussi bien par la suppression des droits de succession que par la diminution des revenus de la taxation des revenus du capital. Donc tout ça fait que vous avez une réaction assez forte des pays qui disent il faut mettre fin aux paradis fiscaux. Sauf paradis fiscaux, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la crise elle-même, mais ils sont un symptôme du mal. Et le G20 qui émerge juste à ce moment-là, la première réunion du G20, c'est le 15 novembre 2008, le G20 dit, dans la liste des mesures qu'on va faire, notamment des mesures de régulation prudentielle financière, il faut mettre fin au système. Et c'est là que l'OCDE agit. Alors, il se trouve que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai rejoint l'OCDE en octobre 2007. Et c'est juste à ce moment-là que ça se passe. Et moi, je propose au G20, pour ranimer les travaux qui avaient échoué à la fin des années 90, de faire une liste, parce que c'est ce qui peut faire craquer les pays. Et puis, vous avez en même temps, et c'est beaucoup plus important, l'IRS, la Direction générale des impôts américaine, qui est sur le dos du PS, qui a été prise dans les scandales révélés par le scandale de Liechtenstein. Et donc, vous avez une dynamique très forte, une dynamique politique. Dans ces moments de crise absolue, la France ne se demande plus si elle doit vendre des rafales à la Suisse ou pas. La France dit qu'il faut mettre fin au secret bancaire suisse parce que ce n'est plus tenable. Le président Sarkozy dit qu'il faut mettre fin aux paradis fiscaux et au G20, ils ont fait une priorité. Et l'OCDE est là pour dire, mais oui, il faut mettre fin aux paradis fiscaux et la première action à prendre, c'est mettre fin au secret bancaire. Et c'est ce qu'on a fait par un système de liste, par un système ensuite d'inclusion de tous les pays qui est extrêmmement important. L'OCDE n'est plus pertinente pour décider de règles mondiales. Et c'est ce qui a révélé l'émergence du G20. Vous avez 8 pays du G20 qui ne sont pas membres de l'OCDE. L'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Indonésie, et je crois que je les ai mentionnés les 8. Ces pays-là doivent être inclus dans une discussion si on veut avoir un impact. Et c'est ce qu'on a fait. On a construit un forum mondial, on a élaboré un standard, on a raffiné ce standard et on l'a compliqué avec la mise en place de l'échange automatique de renseignements en 2015. Et on a été capable de créer une dynamique où tous les pays ont rejoint l'accord et de façon intéressante. Les Suisses ont craqué parce que dans nos travaux, on avait aussi Singapour. Singapour a craqué parce qu'on avait aussi Hong Kong. Et tous ces pays ont craqué parce qu'on avait aussi Luxembourg. Et on a créé une dynamique de level the playing field, une autre expression anglaise qui est quasiment impossible de traduire en français, mais un level playing field, donc un nivellement des conditions de jeu, si vous voulez, qui fait que les pays pouvaient y aller parce qu'on avait l'expertise technique à l'OCDE, le bâton politique au G20 et le level playing field qui a enlevé l'argument des Bahamas et des autres de dire on ne bougera que lorsque la Suisse aura bougé. Donc, ça permettait de contrer les difficultés qu'on avait rencontrées dans les années 80. Ce faisant, certains sont allés un peu vite en besogne. Je pense notamment au président français de l'époque, qui dit les paradis fiscaux, c'est fini. Ben non, c'est pas fini. C'est un aspect des paradis fiscaux qu'on commençait à traiter. L'autre aspect qui était évident et que administrateurs fiscaux on connaissait depuis plusieurs années par expérience, c'était que la taxation des multinationales n'était pas satisfaisante. Elle était très satisfaisante pour les multinationales. Il y avait un système qui était cassé. Vous aviez des pays qui faisaient de la concurrence fiscale et des règles qui correspondaient à un autre monde. Et qui permettait d'organiser un découplage entre la localisation des profits, largement lié, vu les évolutions économiques, à l'incorporel, à ce qui est facile à mesurer, de la localisation des activités, avec une concentration des incorporels pour les boîtes américaines, mais aussi pour les boîtes européennes, dans les paradis fiscaux, les premiers d'entre eux étant dans l'Union européenne. Donc l'Union européenne, en supprimant ses frontières intérieures, avec la Cour de justice de la communauté européenne à l'époque de l'Union européenne aujourd'hui, démantelant les régimes de protection des États au motif qu'elles étaient discriminatoires, et les États, étant donné l'unanimité dans l'Union européenne, étant incapables de mettre en place les règles anti-abus, de mettre en place une fiscalité harmonisée qui aurait permis de taxer correctement, eh ben, on a eu un système où l'évasion fiscale est devenue le cœur du réacteur de la planification des entreprises avec les États voyant leurs recettes d'impôt sur les sociétés d'ailleurs ne pas s'effondrer, mais elles auraient dû monter puisque la profitabilité des entreprises a beaucoup monté et on a eu un accroissement
d'entreprises qui se sont incorporées précisément pour bénéficier de ces régimes. On aurait dû voir une augmentation des recettes alors qu'on a eu une stabilisation des recettes d'impôt sur les sociétés qui en réalité traduisait un effondrement relatif des recettes d'impôt sur les sociétés. Et donc, face à cette situation, les États santé avaient une frustration. Et cette frustration, elle était ressentie au niveau des administrations fiscales, qui faisaient les contrôles fiscaux, qui faisaient les contrôles de prix de transfert et qui voyaient des schémas de plus en plus juridiques, de moins en moins proches de la réalité économique, mais qui passaient, parce que démontrer un abus de droit, c'est quasi impossible, parce que la Cour de justice des communautés européennes fondait ça encore plus compliqué, et que les États ont laissé faire, parce qu'ils voulaient privilégier leur champion. Donc vous avez une sorte de convergence des politiques fiscales, implicitement favorables à leurs champions, d'une approche très juridique et un peu américanisée des choses avec les entreprises américaines encore plus agressives que les entreprises européennes, et une politique jurisprudentielle de la Cour, notamment européenne, qui faisait que taxer une entreprise multinationale revenait un peu de l'exploit. On avait un groupe de travail à l'OCDE qui listait les pratiques fiscales agressives, la planification fiscale agressive, aggressive tax planning, et on avait recensé plus de 200 schémas fiscaux agressifs. La plupart étaient légaux, et c'est ce que l'on constatait. Tout ça était légal. Le secret bancaire, c'était illégal, mais ça, c'était légal. Et donc, que fallait-il faire? Il fallait le rendre illégal. Ce que je veux dire par là, je ne vais pas mettre le propre sur les entreprises du tout, au contraire, jamais sur les gouvernements. Il fallait que les gouvernements changent de politique de manière à faire en sorte que les entreprises puissent payer leurs impôts. Donc, il fallait changer les lois et rendre tout cela impossible. C'est ce que l'on a proposé au G20 en 2012, et là, on a pris l'initiative, j'ai pris l'initiative, j'ai lancé une initiative qu'on appelle BEPS, au cours d'une réunion de 2012, juste après avoir été nommé directeur, on est en avril 2012, je réunis le bureau du comité des affaires fiscales, c'est-à-dire une douzaine de pays, je leur dis c'est quoi votre souci, et tous disent, y compris les Suisses d'ailleurs, on a un problème avec base erosion, l'érosion des bases fiscales, et profit shifting, sphère des bénéfices. Et donc, j'ai calculé Base Erosion Profit Shifting, ça fait un joli acronyme, BEPS. J'ai vérifié que ce four letter word ne voulait rien dire de mal en anglais. Et donc, on a lancé le projet BEPS que j'ai proposé au G1, qui a acheté ce projet après qu'on l'a proposé, puisque à l'automne 2012, donc le mot BEPS, vous le trouverez dans le communiqué du G20 de Los Cabos en juin 2012. En réalité, le G20 va vraiment acheter cela en octobre 2012, quand au Royaume-Uni, vous avez des manifestations dans la rue contre Starbucks, contre Apple, contre cette planification fiscale agressive, parce que le sujet est devenu un sujet politique, un sujet de rejet de la mondialisation. Les entreprises n'ont pas compris, hein, les fiscalistes d'entreprises qui sont dans leur monde disaient nous, ce qu'on fait, c'est légal. Oui, mais ce n'est pas la question. La question, c'est que la politique fiscale qui allait avec n'était pas la bonne. Et donc, on a lancé ce projet qui a connu un succès d'un point de vue politique, avec une adhésion très forte des chefs d'État et de gouvernement du G20, le président Obama, le président Hollande à l'époque, en passant par le président Poutine ou le premier ministre Cameron, ou le président Xi Jinping. Enfin, ils étaient tous favorables à cette approche, et on a pu en 2 ans délivrer, produire un certain nombre de mesures. On avait 15 mesures pour, en quelque sorte, colmater les brèches du système et essayer de changer en profondeur. Sauf que les États sont conservateurs, mettre la main dans un système de changement profond, c'est compliqué. Chacun veut aussi protéger ses entreprises. Les entreprises détestent l'idée de payer plus d'impôts, et donc on fait un lobbying extrêmement fort contre les changements. Mais on est arrivé à introduire un nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme est un paradigme on ne veut pas la double imposition, on ne veut pas la double non-imposition. Le système a abouti à ce que l'articulation des conventions fiscales et la non-articulation de ces souverainetés fiscales les unes avec les autres, le fait qu'on ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, eh bien, a abouti à une double non-imposition. Et donc, on a pu changer le paradigme, on a pu traiter un certain nombre de sujets, lutter contre les produits hybrides, je vous passe le détail technique,
lutter contre l'excès de déduction des intérêts d'emprunt, lutter contre l'abus des conventions fiscales, essayer de réparer un peu les règles de transfert, introduire davantage de transparence avec un système de reporting pays par pays. Et donc, on a eu un accord, et de la même manière que ce que l'on avait fait pour le Forum mondial, on a fait cet accord de façon inclusive, et on a aujourd'hui, pour le Forum mondial, 163 pays membres, pour le cadre inclusif, 141 pays membres sur un pied d'égalité, qui est la seule façon de pouvoir continuer à élaborer des règles, puisque sans la Chine, sans les autres pays du G20, nous devons dire que ces règles-là seraient totalement partielles. Et donc, on est arrivé là, mais on a échoué sur au moins 2 plans. Le premier plan, c'est que dans les 15 mesures identifiées dans le plan d'action BEPS, on avait une mesure sur la taxation de l'économie numérique en raison de la numérisation de l'économie. Les pays, la France est la caricature de cela, on veut taxer les GAFA. Il y a donc une sorte d'obsession nationale, mais pas limitée à la France. Il y a quelques autres pays, c'est on veut taxer les GAFA, on veut faire quelque chose sur la taxation des GAFA. Ces entreprises sont géantes, ces entreprises n'ont plus besoin d'être présentes sur le territoire pour être taxées. Or, les règles de 1928 prévoyaient qu'il fallait être présent physiquement sur un territoire pour y être taxé. Vous avez donc le sujet de l'économie numérique qui n'est pas traité parce que les Américains disent non, on ne veut pas que vous traitiez ce sujet. On y reviendra peut-être en 2020, quand on aura appliqué les mesures. Puis le second échec, c'est sur les règles de prix de transfert. Les changements étaient très partiels et un peu comme on avait fait dans les années 90, on a en quelque sorte renforcé la concurrence fiscale en voulant lutter contre la concurrence fiscale. Et bien, sur les règles de prix de transfert, on a voulu réaligner la localisation des bénéfices avec la localisation des activités. Et en fait, on s'est trouvé dans la situation paradoxale où, au lieu que les bénéfices soient rapatriés là où les travailleurs, là où les capitaux étaient, on a eu un déplacement des travailleurs et des capitaux là où les bénéfices étaient. Donc, c'était en quelque sorte une sacralisation de la concurrence fiscale agressive, du fait que ces règles n'étaient pas totalement pertinentes. On est resté là un peu concentré sur l'application du biais, un peu frustré sur ce qui n'avait pas marché, mais enfin, il y avait quand même ce changement de paradigme qui, je crois, s'est traduit par le fait que les boards maintenant sont un peu plus sensibles au profil de leur planification fiscale pour savoir si ça peut passer le test d'une première page sur Le Monde ou sur le Financial Times, un changement de pratique, la fin d'un certain nombre d'abus, d'utilisation de régimes qui étaient beaucoup trop faciles à utiliser et qui n'était pas pertinent. Et on a dû, à partir de là, attendre quelque chose qui a été un vrai paradoxe, qui est que l'administration républicaine américaine en 2017, qui n'est pas une grande amie de l'impôt, et qui a fait la réforme Trump, qui consistait à baisser le taux d'impôt sur les sociétés américaines de 35% à 21%, pour organiser cette réforme, et pour la faire passer, ils ont dû augmenter la base fiscale. Et ils se sont tournés vers l'OCDE en disant, c'est un vrai paradoxe, les républicains américains en regardant le français à l'OCDE en disant, écoutez, on veut élargir la base fiscale et on veut faire BEPS. Donc les États-Unis ont appliqué BEPS et on dit, vous savez quoi, vous n'êtes pas allé assez loin parce que pour tuer la concurrence fiscale, il faut mettre un impôt minimum. On avait essayé, mais ça n'avait pas marché. Et donc, les États-Unis ont mis en place un impôt minimum qui s'appelle GILTI, Global Intangible Low-Tax Income. Et ce faisant, je vous passe des détails sur d'autres aspects de la réforme fiscale américaine, mais les États-Unis sont un grand marché. D'ailleurs, ils consomment plus qu'ils ne produisent, puisqu'ils sont en déficit commercial structurel. Et donc, les États-Unis, dans leur réforme, ont discuté de savoir s'il ne fallait pas en fait davantage taxer ce qui se passait au niveau de la consommation qu'au niveau de la production, sans être capable de mettre en place une TVA. Donc, ils ont essayé à un moment de concevoir un impôt sur les sociétés qui taxerait la consommation. Ils ont échoué, ça s'appelle la Destination Based Cash Flow Tax, mais ça introduit l'idée que taxer un impôt sur les sociétés au lieu de consommation était une idée légitime. Et c'est dans ce cadre-là, à la fin de l'année 2017, quand ils ont fait leur réforme, les États-Unis ont dit aux Français et aux partenaires, vous savez quoi, vous voulez taxer les entreprises numériques parce que vous êtes un pays de marché, mais en quelque sorte, vous avez raison. Il faut davantage taxer les profits dans les pays de marché. Il faut que ces profits, que ces rentes cessent d'être dans les paradis fiscaux, et il faut que les pays de marché en récupèrent davantage. On veut faire ça, mais bien sûr, ça n'a rien de numérique. Les entreprises numériques sont une caricature de sens, mais c'est vrai aussi pour les sacs à main.
C'est vrai aussi pour toutes les entreprises qui opèrent aux États-Unis. On est un grand marché et vous faites beaucoup de profits sur notre marché, mais vous laissez très peu de profit fiscal sur notre marché. Et nous, on veut récupérer une partie de la rente. Donc, vous voulez taxer Google, nous, on veut taxer Louis Vuitton. Pour faire bref, pour parler à des Français, j'utilise d'autres exemples quand je parle à d'autres pays. Et donc, ce faisant, une négociation a commencé qui a comporté très vite les deux piliers que Jean-Philippe évoquait dans son introduction. Un pilier 1 qui est une répartition différente des droits d'imposer les multinationales en constatant que les règles de prix de transfert, les arm's length principles, n'étaient plus pertinentes et qu'il ne fallait pas regarder les entités séparées parce que c'était devenu impossible, mais qu'il fallait regarder les entités comme un groupe économique et donc regarder le profit consolidé, le profit financier consolidé, les comptes consolidés financiers pour déterminer le profit global de l'entreprise et le répartir, ou en tout cas en répartir une partie lorsque notamment il y a une rente, lorsque la profitabilité est élevée, répartir cette rente dans les pays de nos marchés. Qu'il y ait ou non une présence physique. Et c'est ça la logique du pilier. C'est une logique qui s'éloigne radicalement des règles existantes. On garde les règles existantes pour ce qui est de la routine, on garde les règles existantes pour ce qui est du résiduel, du profit de la rente, si vous voulez, on utilise le terme économique que l'on veut, lorsque ce n'est pas massif, mais pour les plus grandes entreprises, eh bien, il faut changer les règles du jeu, à défaut de quoi la rente est localisée à Singapour, en Irlande et ailleurs. Ou, si elle est localisée dans le pays de résidence, ce qui peut être le cas, eh bien, les pays de marché n'en récupèrent pas d'une suffisante partie. L'autre pilier étant que lorsque les Français et les Allemands, qui sont plutôt des pays qui aiment la fiscalité, parce qu'ils ont des modèles sociaux très avancés et des dépenses très élevées, trop élevées, je crois qu'on pourrait tous se mettre d'accord là-dessus. Mais quand ces pays ont vu que les États-Unis républicains, qui détestent l'impôt, avaient un impôt minimum, ils disent, nous aussi, on veut créer un impôt minimum, parce que le problème des Européens, c'est qu'ils ont souvent dit que les entreprises américaines sont très méchantes, elles planifient, mais en réalité, le problème, c'est que l'Europe a organisé une sorte de open bar pour que les entreprises européennes payent très peu d'impôts, avec la suppression des frontières intérieures et la non-élaboration de frontières extérieures à la zone de l'Union européenne, qui est une aberration intellectuelle, mais c'était comme ça, il n'y avait pas de frontières intérieures, il n'y avait pas de frontières extérieures. Et donc, vous avez à partir de là une dynamique, notamment par la France et par l'Allemagne, qui disent qu'on veut élaborer un impôt minimum. L'administration Trump dit très bien, faites ce que vous voulez sur l'impôt minimum, c'est bien, parce que nous on en a un, si vous en faites un, ça évite les désavantages comparatifs que l'on pourrait avoir du fait que nous on a un impôt minimum et que vous n'en ayez pas un, faites-le, et sur le pilier, on travaille ensemble. Sauf que travailler avec une administration Trump, il y a toujours une part d'aléatoire. Et alors que les progrès étaient très avancés, nous avons eu M. Mnuchin, le ministre des Finances américain, qui, je crois que c'était en octobre 2019, nous dit bah, finalement, tout ça c'est bel et bon, mais je ne suis pas sûr de pouvoir aller au Congrès, je ne suis pas sûr de pouvoir faire adopter tout ça. Et donc, on va dire que ce pilier 1, cette nouvelle répartition des droits d'imposer, ça sera sur une base volontaire. Ce à quoi j'ai répondu, il n'a pas apprécié l'humour. Vous connaissez la joke, la plaisanterie consiste à dire il y a deux seules choses sûres dans la vie, c'est l'impôt et la mort. Donc j'ai dit, bah, si tu peux rendre l'impôt optionnel, est-ce que tu peux rendre la mort optionnelle? Ça serait pas mal. Et donc, naturellement, les pays ont dit, bah, non, ça ne peut pas être optionnel. 2020 est arrivé avec le Covid. Et on s'est trouvé dans une situation où on avait une échéance fixée par le G20 pour produire une solution avant la fin de l'année 2020. L'administration américaine, manifestement pas désireuse d'avoir un accord. Et on a maintenu la chose en vie artificielle, en respiration artificielle, en attendant de meilleurs jours. Et donc on a sorti ce qu'on appelle des blueprints en novembre 2020, en disant, voyez, s'il y a un accord politique, c'est une volonté politique, on sait ce qu'on peut faire. C'est bien sur le pignon que on a attendu les jours meilleurs, et les jours meilleurs sont venus avec l'élection du président Biden, qui en a fait une priorité absolue. Passer les détails ne sont d'ailleurs pas encore publics sur comment ça s'est passé dans l'équipe de transition, mais l'équipe de transition a fait de ce sujet une priorité, et c'est une des trois
priorité principale du président Biden. Et donc, ils ont pu aligner State, Treasury, Trade et White House pour travailler tous ensemble et faire en sorte qu'au niveau mondial, on ait un accord. Un accord sur quoi? Un accord sur les deux piliers. Les États-Unis, naturellement, ont privilégié le pilier 2 parce que Biden a voulu durcir l'impôt minimum de Trump. L'impôt minimum de Trump, il était à 10,5%. Et surtout, il n'intervenait que lorsque les boîtes américaines à l'étranger avaient un taux effectif d'imposition moyen inférieur à 10,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez la moitié de votre profit en France taxé à 30% et la moitié de votre profit au Caïman taxé à 0% parce qu'il n'y a pas de fiscalité directe au Caïman, le taux effectif moyen est à 15%. 15%, c'est au-dessus des 10,5%. Vous aviez une moyenne. Ce qu'a dit Biden, c'est 10,5%, c'est trop bas. On va monter à 21%. Par ailleurs, je montrais le taux d'impôt sur les sociétés générales de 21 à 28%. Donc, on monte à 21%. Et surtout, je ne veux pas regarder en moyenne, parce que c'est une façon d'inciter les entreprises à continuer à optimiser et utiliser les paradis fiscaux. Je vais le faire pays par pays. Si j'ai la moitié de mon profit en France et l'autre moitié de mon profit au Caïman, ce qui est en France, il n'y a pas d'impôt minimum, ce qui est au Caïman, je prendrai 21%. Ça, c'était l'objectif. Et les États-Unis ont bien compris que c'était leur intérêt, s'ils allaient dans une réforme aussi agressive, que l'ensemble du monde le fasse, parce que si vous le faites et que les Européens ne le font pas, vous tirez une balle dans le pied en termes de concurrence, de compétitivité de nos entreprises. Et donc, l'administration Biden a compris que le reste du monde devrait avoir un impôt minimum pour faire eux-mêmes leur propre réforme, et ils savaient que pour vendre le pilier 2, il fallait qu'ils apportent la paix sur le pilier 1, parce que ce qui s'était passé, que je n'ai pas mentionné sur le pilier 1, c'est qu'en 2017, en dépit de l'administration Trump qui revient autour de la table et qui négocie alors que Obama avait dit no way, eh bien, vous avez les Français, notamment, qui ont été leaders, Bruno Le Maire, qui a été absolument leader, qui disent, mais nous, on veut une directive européenne, pour taxer les entreprises numériques. Mais comme on ne peut pas le faire en raison des conventions fiscales en fiscalité directe, on va le faire en fiscalité indirecte en prenant une taxe sur les transactions. Donc vous avez une tentative de directive qui échoue parce que les Allemands ne sont pas chauds, la France bouge toute seule, suivie par le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Turquie, l'Inde et quelques autres pays. Donc vous avez les États-Unis qui réagissent en disant vous discriminez les boîtes américaines. Et donc on va prendre des mesures de rétorsion commerciale, section 308 du Code du commerce américain. Donc vous avez une situation qui est un vrai mess, on dirait en anglais, une situation de désordre, vous avez une guerre commerciale initiée par la fiscalité, et on n'a pas de perspective. Donc Biden dit, on va faire un impôt minimum mondial, et je suis d'accord pour négocier un accord avec vous, à condition que cet accord ne soit pas ciblé sur les entreprises numériques, mais soit large, c'est ce que disait l'administration républicaine, et à condition que cet accord soit administré. Et le blueprint de l'OCDE, c'est trop compliqué. Ce que l'on veut, c'est un système qui soit applicable, et pour qu'il soit applicable, il faut qu'il soit limité aux plus grandes entreprises du monde, qui est d'ailleurs là où l'on a le problème d'allocation de la rente. 500 milliards de dollars sont réalisés de profit de rente par les 100 plus grandes entreprises. C'est une part très significative du profit total des entreprises multinationales. Et donc l'administration Biden est arrivée avec un plan qu'on a élaboré avec eux et qui a été négocié par les 141 pays qui sont autour de la table. Et ce plan, c'est un pilier 1, un pilier 2. Le pilier 1, il dit quoi? Jean-Philippe, vous l'avez dit, il dit que un quart de la rente étant définie comme le profit au-dessus de 10% des chiffres d'affaires des entreprises, un quart de la rente des entreprises sera réalloué via une formule. La formule, elle est basée sur le chiffre d'affaires de cette entreprise dans les pays de marché. Et donc, chaque pays de marché aura sa quote-part des 25% dépendant du chiffre d'affaires de l'entreprise sur son territoire, qu'il y ait ou non une présence physique sur ce territoire. Il suffit qu'il y ait un seuil de vente d'1 million d'euros, 250 000 euros pour les plus petits pays, pour qu'il y ait le déclenchement d'un droit d'impôt. Ceci venant avec un mécanisme de sécurité juridique, pour que les entreprises ne souffrent plus de double imposition s'il y a des redressements. Il faut que tout le monde se mette d'accord sur ce nouveau montant d'une façon absolument certaine. Et donc, c'est une nouvelle répartition des droits d'impôt pour les entreprises qui sont dedans. Ne sont exonérées que les entreprises des services financiers régulés et de l'extractive, du monde de l'extraction de
matières premières, parce que la rente, elle appartient au pays de la matière première et elle n'appartient pas au pays de consommation. Et donc, vous avez ce champ, cette sécurité juridique et l'engagement, lorsque l'accord sera en vigueur, de démanteler les mesures unilatérales, les DSTs, les Digital Service Tax. En ce qui concerne le pilier 2, vous avez, pour faire simple, et le pilier 2, il est simple, il est très compliqué dans son application, mais il est simple dans son principe. Si une entreprise réalise des profits à l'étranger qui sont taxés à moins de 15% effectif, eh bien, un pays prendra la différence. Soit le pays de siège de cette entreprise, et si le pays de siège de cette entreprise ne fait pas, le pays de source le fera. Maintenant, il y a une petite nuance, j'ai dit les profits faits à l'étranger, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si vous avez un pays qui a des multinationales incorporées chez lui, la multinationale, c'est au-dessus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, et que ce pays ne taxe pas, eh bien, les pays où cette multinationale fait des affaires, ces pays-là pourront prendre jusqu'à 15%. Ce qui veut dire que les multinationales ne pourront pas optimiser en dessous de 15% effectif. Donc, on prend le résultat dans les comptes consolidés financiers, on prend le montant d'impôt et on le compare au résultat financier et pas au résultat fiscal qui, lui, est manipulé. Vous avez en outre deux aspects sur le pilier 1, un système qui va sécuriser la façon dont on rémunère les fonctions de distribution. Je vous passe là, mais c'est une simplification qui devrait intervenir. Et sur le pilier 2, le fait que les pays en voie de développement qui n'étaient pas tout à fait d'accord, parce que ce sont les pays de résidence, les pays de siège des multinationales qui vont manger en premier l'impôt minimum, et les pays de marché qui sont plutôt les pays en voie de développement qui mangeront en second si les premiers n'ont pas mangé. On met en place un système pour réparer les conventions fiscales quand un pays a renoncé à des droits d'imposer via un paradis fiscal parce qu'ils ont mal négocié une convention fiscale, ils vont recouvrer leur droit d'imposer, c'est un standard. C'est ça qui a fait l'objet d'un accord entre le mois de juillet et le mois d'octobre, et le 8 octobre. Vous avez 136 pays qui sont mis d'accord. Depuis, il y a un pays, la Mauritanie, qui a rejoint l'accord. Vous avez aujourd'hui 137 pays représentant plus de 90% de l'économie mondiale qui sont d'accord. La prochaine étape, et je m'arrête avec ça vraiment 2 minutes supplémentaires, la prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'il faut transformer cet accord juridique, cet accord politique en accord juridique. Et donc, nous travaillons littéralement jour et nuit pour que les règles du pilier 2 qui seront appliquées par des changements de législation interne. Il n'y a pas besoin de changement de traité. Dans l'Union européenne, vous avez besoin d'une directive. C'est mieux d'avoir une directive. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'une directive. Mais dans les pays, vous aurez des changements de législation interne. Et donc, on vient de développer les règles du pilier 2. Elles devraient être publiques rapidement. La Commission européenne devrait faire une proposition de directive rapidement et la France, qui prend la présidence de l'Union européenne, devrait faire adopter une directive rapidement. Dans sa présidence qui est courte, puisqu'on a des élections qui vont sans doute renforcer un peu l'efficacité de la présidence française. En ce qui concerne le pilier 1, là, vous touchez les conventions fiscales. Vous touchez ces dos de 3500 conventions fiscales. Vous ne pouvez pas le faire par du droit interne. Vous avez besoin d'une convention multilatérale. Ça n'a jamais été fait. On a fait une convention, un instrument multilatéral pour modifier les conventions bilatérales dans le cadre de BEPS, qui a bien marché. Mais là, on a vraiment besoin de créer des droits d'impôt. C'est inouï. Et donc, il faut que tous les pays signent et ratifient une convention multilatérale. On est en train de la développer et l'échéance, c'est le printemps 2022 pour qu'il y ait une signature avant la fin du mois de juin 2022 et une ratification avant la fin de l'année. C'est extrêmement ambitieux, mais c'est l'ambition fixée par les chefs d'État et de gouvernement du G20, y compris les États-Unis. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui dans une situation intermédiaire. Il y a un accord politique. On est en train de travailler sur l'accord juridique. Le pilier 2 qui est fait. Le pilier 1 est en cours de finalisation. Il va falloir mettre en place toute l'infrastructure administrative, l'échange de renseignements, de mise en place de cette coopération fiscale. Ça fait 10 ans que nous travaillons et donc on a des éléments disponibles. Et tout cela devrait entrer en vigueur. Alors, j'anticipe une question. Est-ce que les États-Unis sont capables de ratifier une convention multilatérale fiscale? Ils n'ont pas fait, ils n'ont jamais fait. Et ils n'ont pas ratifié de convention fiscale bilatérale depuis 15 ans, parce que vous avez un sénateur Rand Paul qui fait du filibustering sur toute ratification d'une convention bilatérale. C'est une vraie question. Notre analyse, c'est que oui, les États-Unis peuvent ratifier, il y a de fortes chances qu'ils ratifient. Je reviendrai là-dessus, je pense, parce qu'il y aura des questions. En ce qui concerne le pilier 2,
Le pilier 2 est très avancé. Et le pilier 2, en réalité, est très indépendant du pilier 1. Ils ont été liés pour des raisons politiques, de dynamique politique, mais en réalité, le fait de mettre un plancher à la compétition fiscale, c'est une idée qui est indépendante de la façon dont on traite les plus grandes entreprises mondiales. Et donc, je pense que le pilier 2 a une logique très forte, surtout après le Covid. J'ai à peine mentionné le Covid, juste pour dire qu'il était intervenu et avait rendu la négociation un peu compliquée parce qu'elle s'est faite sur Zoom. Donc je confirme que c'est une très bonne plateforme pour négocier un accord historique. Mais le Covid aussi accroît les dettes des États et fait que tolérer de la concurrence fiscale et réduire le taux effectif d'imposition à des niveaux absolument réduits, ce n'est pas quelque chose de très souhaitable. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été trop long et je suis ravi de répondre à des questions. Merci beaucoup, Pascal, pour cet exposé qui donne la dimension de vos travaux et puis l'importance de la vision qui a conduit à cette évolution et que vous portez. Vos propos suscitent beaucoup de questions de différentes natures. Vous avez en partie répondu au risque de voir le pilier 2 mis en place sans que le pilier 1 soit effectivement mis en œuvre. Aujourd'hui, pour les groupes internationaux, la question, elle n'est pas une question d'évasion, elle est une question de respect de la norme, de compliance et de gestion du risque de réputation et de gestion de la complexité de la norme fiscale, complexité qui va encore croître avec les évolutions que vous portez. On a bien compris que tout ça, ça résulte de la confrontation des souverainetés fiscales et que c'est en fait une évolution, en tout cas sur le pilier 2, qui fait passer sur les groupes internationaux la charge de gérer la difficulté politique de lutter contre les pratiques fiscales dommageables. Et en fait, les groupes vont se retrouver un peu otages de cette conflictualité fiscale, enfin interétatique en matière fiscale, ce qui pose la question du risque de double imposition. Alors, je comprends que pour le pilier 1, les travaux en cours intègrent un mécanisme spécifique de règlement des différends qui va être compris dans la convention multilatérale. Comment est-ce que vous appréciez la question pour le pilier 2 et qu'est-ce que, au niveau de l'OCDE, vous avez à l'esprit pour limiter ce risque de double imposition? Puis j'ai une deuxième question, puisque votre propos était très géopolitique en fait. La concurrence fiscale aujourd'hui, ça a été beaucoup aussi un moyen pour des petits États de financer leur économie. Et en réalité, le fait de remettre en cause cette capacité de génération de recettes, elle va faire peser sur les grands États la nécessité de contribuer au financement de ces États. Si ça ne se fait pas par le biais de la concurrence fiscale, ça devra se faire par un autre biais qu'on a pu connaître dans une histoire ancienne qui est souvent remise en cause aujourd'hui. Donc, c'est plus une dimension géopolitique, mais ça va poser sur le moyen ou le long terme la question du financement de ces États. Donc, mes deux questions, c'est en fait règlement des différends, double imposition, pilier 2. Comment est-ce que vous appréciez le risque et qu'est-ce que vous avez élaboré? Et d'une certaine façon, est-ce que ce ne serait pas plus sage d'avoir un dispositif dans la convention multilatérale qui va mettre en œuvre le pilier 1, de façon à ce qu'on soit certain tout de suite que les deux seront liés et que le mécanisme de sécurité juridique qui sous-tend cette évolution sur le pilier 1 sera aussi applicable sur le pilier 2 sans prendre le risque d'exposer nos groupes à des risques de double imposition. Merci pour ces questions totalement légitimes et très claires. Je note, et c'est ce que vous avez dit, que ce qui vous soucie, c'est la compliance, c'est être compliant. Et je vous inviterai effectivement à être très soucieux sur la compliance et ce qui devrait conduire à être prudent, et plus prudent, je pense que le business ne l'a été au cours des dernières années, sur la politique. Vous appliquez les politiques décidées souverainement par les peuples via leurs représentants. Souvent, le business a essayé d'influencer très fortement la politique en disant que les règles étaient parfaites, qu'il fallait surtout pas les toucher, que le monde allait s'effondrer si on les touchait. Donc je dis ça parce que je pense que c'est important. Le monde a vraiment changé. Il faut que le business le comprenne pour pouvoir être plus audible par les États. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'États et pas les pays en voie de développement qui disent on en a un peu marre d'écouter le business et de faire des consultations parce qu'ils nous disent toujours la même chose, que tout est parfait, qu'il faut rien changer
ils sont soucieux de compliance, mais en fait, même si, enfin, ils ne veulent pas être compliant avec les règles qu'on veut élaborer. Donc, c'est un très bon point que vous dites que ce qui soucie, c'est la compliance. Et vous avez tout à fait raison qu'il faut que le design des règles, leur écriture, soit telle qu'elles permettent la compliance, qu'elles ne sont pas trop complexes, même si sur le volet complexité aussi, j'entends souvent les représentants du business dire c'est très compliqué. Quand je vois les schémas fiscaux qu'ils élaboraient pour éviter l'impôt, je suis un peu sceptique sur le fait que nos règles soient si compliquées que ça, ou si elles étaient si si elles sont si compliquées que ça, pourquoi avez-vous fait encore plus compliqué sans qu'il y ait la moindre plainte sur ça? Donc voilà, pareil, petit pic pour stimuler le débat. Mais vous avez tout à fait raison de dire que le pilier 2, comme c'est une application de droit interne, peut aboutir à avoir des frottements. Et c'est pourquoi, dans ce qui a fait l'objet d'un accord politique, vous avez la référence à un Global Implementation Framework. Je suis désolé, je travaille qu'en anglais et les mots français ne me viennent pas spontanément, je ne sais pas comment on a traduit ça, mais un Global Implementation Framework pour limiter les tensions. Donc, au cours de l'année 2022, avant que les États commencent à appliquer, c'est 2023 l'application du pilier 2 comme du pilier 1, on aura un mécanisme d'articulation entre ces régimes fiscaux nationaux pour limiter les frottements. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que ceci se traduise dans un instrument multilatéral pour faciliter les relations entre les différentes souverainetés, avec un vrai souci qui est que les règles doivent être appliquées de façon cohérente. Il y a toujours la question des États-Unis parce qu'ils ont commencé, ils ont tiré avant les autres, ils vont modifier GILTI, mais la modification de GILTI telle qu'elle a été adoptée par la Chambre et qui est en cours de discussion au Sénat fait que c'est quand même très très aligné et on aura un module de règles qui sera élaboré en janvier, puisqu'il ne peut pas l'être maintenant, puisque les États-Unis n'ont pas encore adopté leur réforme. On est très confiant qu'ils l'adoptent, mais on aura un module pour déterminer la compatibilité ou la conformité de Revised GILTI avec le pilier 2. Donc, vous avez raison de mettre le doigt sur cette question et il y aura un mécanisme pour préparer ça. Alors, pourquoi lier le pilier 1 et le pilier 2 je ne suis pas sûr que ce soit l'affaire du business de lier le pilier 1 et le pilier 2. C'est deux sujets qui sont totalement déconnectés l'un de l'autre. Sauf à vouloir dire, comme il y a il y a un risque que les États-Unis ne ratifient pas le pilier 1 et donc n'ayant pas le pilier 2. Enfin, si les États-Unis font un pilier 2 en réformant GILTI, je pense que certains pays peuvent se dire, je pense à l'Irlande ou à d'autres, non, on s'est mis d'accord sur l'impôt minimum qui nous coûte cher et qu'on n'aime pas, à la condition qu'il y ait un accord sur le reste pour stabiliser le système. Je ne suis pas sûr que le business est vraiment une opinion, on doit avoir une opinion là-dessus. Sur le pilier 2, ce qui compte, c'est qu'on vous assure un système qui donne suffisamment de sécurité juridique. Alors, sur la question un peu plus géopolitique, je suis pas sûr que les économies qui ont joué le jeu des paradis fiscaux, des investment hubs, j'ai créé cette expression pour éviter d'utiliser le mot paradis fiscal quand je parle des États membres de l'OCDE ou du cadre inclusif. C'est vrai que l'Irlande a fait un modèle économique très important et l'Irlande va garder ce modèle économique parce que si on met un plancher à 15%, ils seront au plancher et ils ont des avantages compétitifs non fiscaux. Hein. La fiscalité ne décide pas de tout. Ils ont une main-d'œuvre qui parle anglais, qui est formée, ils ont des clusters qui sont présents, ils vont garder cette concurrence. Et aujourd'hui, si vous regardez les recettes fiscales de l'Irlande, elles sont outrageusement importantes. C'était devenu même un problème pour Pascal Donohoe, le ministre des Finances. Il y en avait trop de recettes fiscales. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une problématique de compenser les recettes fiscales. D'ailleurs, l'Irlande en avait tellement que l'Irlande a refusé de collecter les 13 milliards d'euros d'impôts que la Commission lui a demandé de collecter dans l'affaire Apple. Alors, à tort ou à raison, hein, c'est en train d'être jugé par la Cour de justice de l'Union européenne. Mais voilà, financement de ces États, je ne suis pas sûr que ce soit la problématique, sauf à ce que vous parliez des plus petits territoires. Si on parle des Caïmans, les Caïmans sont l'industrie du fond, je ne pense pas qu'ils soient impactés par ce qu'on a fait.
pourriez parler des Bermudes sur la réassurance, vous pourriez parler des Barbades ou de l'île Maurice qui peuvent être davantage impactés, mais on est sur des montants relativement faibles. Mais fondamentalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre fin à une situation où vous avez quelques pays qui récupèrent des droits d'imposer sans exercer le droit d'imposer, donc qui récupèrent des profits sans exercer les droits d'imposer sur ces profits. C'est que vous avez une perte de recettes fiscales à un système où ces profits seront taxés. C'est pourquoi le pilier 2 rapportera 150 milliards d'euros. Alors, s'il faut répartir ces 150 milliards pour que les paradis fiscaux en récupèrent une partie, d'ailleurs, ils peuvent le faire. Ils sont les bienvenus pour mettre en place 15% minimum, ce que va faire l'Irlande, par exemple, et donc garder une partie des recettes. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie problématique de redistribution, parce qu'il y a simplement une augmentation nette de la matière taxable avec cette réforme, ce qui est vrai aussi pour le pilier 1, parce qu'une partie du pilier 1, comme les profits sont localisés dans des paradis fiscaux, ils vont être redistribués dans les pays de marché qui taxeront. Il n'y a pas qu'une redistribution des droits d'imposer, il y a aussi une augmentation de la recette fiscale, parce qu'une partie de ce qui va être redistribué est aujourd'hui localisée dans des pays qui ne taxent pas ou taxent très peu. Jean-Philippe, vous êtes en mute. Pardon, oui, excusez-moi. Oui. Alors, je voyais une question longue que André voit peut-être aussi. Non. Alors, vous m'entendez? Non, absolument, absolument. C'est une question d'Alfred de la Sens qui serait intéressé d'avoir un point sur l'avancement du BEPS à ce jour, après quelques années d'application et post-réforme fiscale américaine. C'est un sujet qui est un peu éclipsé en ce moment par le grand accord sur l'optimisation fiscale excessive. Et Alfred de la Sens demande également s'il serait possible de comparer les CBCR agrégés français et européens. J'avoue ne pas connaître. C'est le reporting pays par pays. C'est le reporting pays par pays que j'ai mentionné, qui fait apparaître pour les entreprises américaines une localisation dans les îles, c'est-à-dire dans les paradis fiscaux purs qui sont à zéro taxation, avec le CBCR, c'est-à-dire country by country reporting pays par pays, pour les entreprises européennes qui manifestement révèlent une planification fiscale moins agressive. Donc merci Alfred, toujours d'excellentes questions. Et Alfred connaît très bien nos sujets. Donc oui, Alfred, vous avez raison que BEPS a sans doute eu davantage d'impact qu'aujourd'hui un certain nombre de décideurs politiques ne veulent le dire. Ils ne veulent pas le dire parce qu'ils veulent que le dernier produit se vende mieux. C'est un peu comme vous, j'imagine. Quand vous avez le dernier produit, vous allez le mettre en avant par rapport aux produits qui font la rente d'Air Liquide. Et donc vous avez cet aspect-là. Mais vous avez tout à fait raison de dire que BEPS a sans doute eu un impact significatif. On n'a pas les chiffres, c'est un vrai problème, mais mon sens, c'est que le taux d'imposition en Irlande des boîtes américaines, si on parle des boîtes américaines, qui étaient sans doute proches de zéro jusqu'à BEPS, c'est passé à 6, 7, 8%. Mais on est encore très inférieur à ce qu'on aura, qui est 15% effectif. Alors, je pense que ce n'est pas vrai que pour les entreprises américaines. Je pense que les entreprises françaises, qui le disent seulement dans le secret des cabinets, pas les cabinets ministériels, mais les entreprises françaises ont aussi revu leur planification. Et légitimement, parce que vous faites de la compliance, les règles changent, vous vous adaptez aux nouvelles règles. Et c'est vrai que les entreprises françaises, allemandes ou japonaises ont une culture qui est quand même un peu moins agressive que les entreprises américaines. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et en même temps, vous avez fiduciary duty, l'obligation envers vos actionnaires, qui fait que si vous avez un trou dans la législation, vous devez l'utiliser. Enfin, ouais, j'ai toujours été très précautionneux dans le débat public de pas mettre, de ne pas dénoncer les entreprises comme étant responsables. Les entreprises, elles sont compliant avec une politique fiscale. Si la politique fiscale n'est pas la bonne, c'est pas la faute des entreprises.
Alors, là où ça devient un peu plus délicat, et c'est pour ça que parfois je suis un peu agressif ou je fais des petites piques, c'est quand les entreprises disent, nous, il n'y a que la compliance qui nous soucie, mais qu'elles entrent très fortement dans le lobbying pour ne pas changer les règles. Là, il y a un paradoxe, il y a une contradiction qu'il faut gérer. Enfin, fondamentalement, les entreprises françaises, elles ne sont pas très agressives, même si elles bénéficiaient du système tel qu'il était. Alors, oui, je crois que le reporting pays par pays montre que les boîtes américaines avaient beaucoup de profits, Bermudes, aux Caïmans et aux autres. Quand on a commencé BEPS en 2012, vous aviez 2000 milliards, c'est des chiffres hallucinants, 2000 milliards de dollars de profits cumulés des sociétés américaines aux Bermudes et aux Caïmans. Taxé à 35%, ça fait quoi? Ça fait 700 milliards de dollars d'impôts qui n'ont pas été collectés parce que le système américain était broken, il était cassé. Et donc oui, elles avaient ces profits-là. Maintenant, Alfred, les entreprises américaines vous disent sans doute que aujourd'hui, elles ont rapatrié le profit aux États-Unis. Ce qui est d'ailleurs une chose très intéressante. Ça apparaît pas encore dans le CBCR publié, mais c'est ce qui se passe. Et quand on travaille sur les règles d'élimination de la double imposition pour le pilier 1, c'est-à-dire où va-t-on prendre l'argent pour le redistribuer, où est-ce qu'on le prend? On le prend dans les paradis fiscaux, on le prend dans les pays de résidence. Et ça, on ne peut pas avoir des critères comme ça. Il faut des critères objectifs, mais qui vont aboutir à les prendre plutôt dans les paradis fiscaux ou plutôt dans les États de résidence. Et en fait, il se trouve que les profits des entreprises américaines sont de moins en moins dans les paradis fiscaux, du fait de la réforme fiscale américaine. Donc vous avez raison de mettre le doigt sur cet aspect qui néanmoins change du fait de l'application de BEPS, parce que j'ai la prétention de dire que la réforme fiscale américaine, c'est une application de BEPS. Alors pourquoi avoir exclu les entreprises extractives, sachant qu'elles bénéficient très souvent de régimes de faveur dans les pays où les ressources extractives sont situées? Alors pardon, j'ai sans doute pas été très clair, c'est une très bonne question, mais vous avez deux piliers. Et le pilier 1, qui consiste à dire, c'est pour faire simple dans un débat français, c'est Google. Google, ils ont une rente phénoménale, elle était en Irlande, ou en tout cas maintenant elle est totalement aux États-Unis, et la France, elle perçoit que dalle, rien. Et la France dit, vous créez de la valeur chez moi, je suis votre marché, mais parce que vous n'avez pas d'établissement stable, de présence physique, je ne peux rien taxer, je veux taxer quelque chose. Eh bien, notre pilier 1 dit, un quart de la rente de Google ira à la France, à tous les pays de consommation, à hauteur de leur consommation. C'est ça que dit le pilier 1. Et le pilier 1 dit, non, on ne va pas réallouer la rente des entreprises extractives, parce que la rente sur le pétrole, elle appartient au pays où il y a le pétrole. La rente sur l'or, elle appartient à l'Afrique du Sud ou à la Sierra Leone ou à ce que vous voulez où il y a de l'or. Elle n'appartient pas à la France où il y a le consommateur. C'est ça que dit le pilier 1. Ce que dénonce votre question, c'est une question du pilier 2, c'est pourquoi sortir les entreprises extractives de l'impôt minimum? Mais justement, les entreprises extractives ne sont pas sorties de l'impôt minimum. Et donc, avec le pilier 2, on a tué les incitations fiscales pour les entreprises extractives, qui en réalité étaient le résultat d'un chantage des boîtes extractives sur les pays en voie de développement. Ils disaient, je viens chez vous parce que vous allez m'exonérer pendant 30 ans, avec un peu de corruption de ci, de là, qui permettait de garantir des systèmes d'exonération. Et donc, le pilier 2 va mettre fin à ça, il va permettre aux pays en voie de développement de taxer à au moins 15% les profits réalisés par les multinationales. Il y a une toute petite nuance, je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, c'est ça. Et les entreprises extractives sont exonérées du pilier 1, parce qu'on ne veut pas que la rente liée à l'extraction, qui appartient aux pays en voie de développement, c'est même une des rares ressources qu'elles ont, que ces pays ont, mais on ne veut pas que cette rente soit récupérée par la France ou les pays développés. Donc j'espère que vous comprenez la logique là, qui est une logique qui est quand même plutôt favorable aux pays en voie de développement. Benoît. Oui, merci beaucoup Pascal. J'ai deux questions depuis Bruxelles. La première, comment anticipez-vous la transposition communautaire? Est-ce qu'elle sera fidèle? Est-ce qu'elle ira au-delà? Et est-ce qu'elle est tellement urgente
que sinon on serait au risque de réaction, notamment la CJUE, critiquant peut-être les effets de l'accord que vous venez d'obtenir. Ma deuxième question, elle porte sur la taxe au tonnage. Vous venez de rappeler brillamment comment vous avez réintégré les industries extractives dans l'imposition minimale. Qu'en est-il de ceux qui transportent ces matières premières? De mémoire, l'équivalent IS de la taxe au tonnage est inférieur à 15%. Est-ce qu'ils vont continuer à y échapper? Et si oui, est-ce que vous allez laisser l'Europe continuer à étendre le champ de cette taxe au tonnage, non seulement au transport maritime stricto sensu, mais de plus en plus aux activités portuaires quand elles sont exercées par des shipping companies sur le quai d'en face, avec des entreprises européennes qui sont, elles, taxées plutôt entre 20 et 30%. Merci. Merci pour ces deux questions. Taxe au tonnage, il faudra peut-être qu'on en reparle séparément, mais j'aurais dû dire que sur le pilier 2, vous avez une exemption, il n'y en a qu'une. C'est le shipping. Le shipping ne sera pas soumis à l'impôt minimum. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où, si vous manque un pays, vous ne pouvez rien faire. Le pilier 2, il est assez diabolique dans son ingénierie. Le pilier 2, vous n'avez pas besoin de tous les pays du monde pour l'appliquer. D'ailleurs, il est sur une base volontaire, ce n'est pas une obligation. C'est ce qu'on appelle un common approach, qui est un mécanisme où c'est comme une sorte de recommandation de la Commission si on veut comparer au système européen. Vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais si vous l'appliquez, vous devez appliquer elle et pas autre chose. C'est ça le pilier 2. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne demande pas aux paradis fiscaux de taxer, on dit c'est le pays de résidence et s'il ne le fait pas, c'est les pays de source. Donc, ce qu'il vous faut, c'est une masse critique de pays pour que le pilier 2 ait son impact. Et c'est diabolique, parce que ça veut dire que ça marche, et ça va marcher. Vous n'avez pas besoin des Caïmans pour rejoindre l'accord. C'est faux sur un secteur qui est le shipping. Parce que le shipping, vous pouvez avoir, si un pays ne taxe pas, ben, tous les pavillons vont être incorporés dans ce pays. Et là, il vous faudrait la totalité des pays du monde sur l'accord. Et vu que les a pas, et que tous les pays, pour garder un peu de shipping, ont exonéré l'activité, c'est une activité qui est exonérée, c'est scandaleux, c'est pas bien, mais c'est comme ça, et on ne change pas. Donc voilà, ça c'est la réponse sur le tonnage, puisqu'il n'y a pas d'impact du 15%. Sur l'action de l'Union européenne, pourquoi est-ce que c'est urgent? Parce que politiquement, c'est considéré comme urgent. Vous avez le chancelier, le chancelier le 8 décembre, le nouveau chancelier allemand, ça fait 4 ans qu'il dit que c'est sa priorité absolue et il a délivré. Vous avez le président français qui dit que c'est une priorité et que c'est sa priorité de la présidence européenne. Parce que vous avez un sujet politique, je crois qu'il ne faut pas manquer. Et ce qui est en jeu, des fiscalistes, en tout cas j'en suis un, on est un peu obsédé par la fiscalité, mais ce qui est en jeu, je vais reciter le président Biden, c'est réconcilier les classes moyennes avec la mondialisation. Si on ne traite pas ce sujet-là, bienvenue à tous les populistes. C'est ça qui est en jeu. C'est le vivre ensemble. C'est la capacité d'accepter la fiscalité. C'est le rejet des petits gens contre un système qui favorise les riches au détriment des pauvres, qui fait que depuis 30 ans, on a un transfert des charges fiscales du capital vers le travail. Parce qu'on a une mondialisation non régulée. On est tous des globalistes. Moi, le premier, je suis fonctionnaire international, défiscalisé qui plus est. C'est un scandale, mais c'est comme ça. Donc voilà, en tant que globaliste, on est très content. Sauf que le monde n'accepte plus cela. Et il faut le changer. C'est pour ça qu'il y a une urgence. On ne peut pas expliquer que parce que vous pouvez incorporer votre patente dans une patent box en Irlande alors que toutes les recherches et le développement ont été faits en France, eh ben, il y a peu d'impôts et que tel groupe va avoir un taux effectif d'imposition de 5%. Alors que la TVA est passée à des taux très élevés. La TVA, depuis 2008, a augmenté dans la totalité des pays membres de l'OCDE qui ont une TVA. Qui c'est qui paye la TVA? Ben, c'est ceux qui ne peuvent pas se délocaliser. Et donc, vous voyez, je suis un peu fort pour vous dire que l'urgence, elle est là. C'est une urgence politique, ce n'est pas une urgence juridique. C'est pour ça que Pardon, je finis juste sur la remarque sur y a-t-il un risque de la Cour de justice de l'Union européenne? Non, je ne crois pas. Parce que si vous regardez l'évolution de la jurisprudence,
elle a été totalement destructrice des systèmes de protection des pays pendant très longtemps, et vous avez une inversion. Alors, je ne dis pas que la Cour avait tort de détruire, hein. C'est sans doute les États qui ont eu tort de ne pas construire, mais vous avez l'unanimité, vous avez un vice de fabrication dans l'Union européenne, qui est que vous avez l'unanimité avec des pays totalement hétérogènes, y compris des investment hubs. Pardon, Olivier. Non, non, mais c'est exactement sur cette question que je voulais réagir, Pascal, parce que je comprends bien l'objectif et je ne le mets pas en cause, mais le vice de fabrication, comme on est sur une construction juridique, il est consubstantiel au fonctionnement de l'Union. Et il me semble pas du tout évident que, par exemple, le pilier 2 soit effectivement compatible avec les libertés fondamentales telles qu'elles ont été mises en œuvre par la Cour. Et la semaine dernière, on était à une réunion au MEDEF, au cours de laquelle Benjamin Angel, de la Commission, indiquait clairement que l'objectif de la Commission, c'était de prendre une disposition de droit dérivé dont il savait qu'il était probablement non conforme aux libertés fondamentales parce que la Cour aurait plus de mal à le remettre en cause en ayant une directive que ce qu'elle aurait pu faire sans directive. Et donc finalement, je trouve que sans contester une seconde l'objectif que vous avez, il y a quand même une question fondamentale et très franchement, moi j'étais très étonné au MEDEF que personne ne réagisse, qui est soit d'accepter des normes de droit dérivé non conformes aux libertés fondamentales, soit d'accepter de défaire l'Union pour mettre en œuvre le pilier, parce que finalement on accepte sur un sujet qui relève de l'unanimité et pas de la compétence de la Commission, de prendre des dispositions qui vont affecter les libertés fondamentales telles qu'on les a mis en œuvre jusqu'à maintenant. Donc ce n'est pas un propos de fiscaliste, c'est un propos de citoyen qui, je trouve, est une vraie question de fond. Alors, si je peux répondre très brièvement, je ne vais pas interpréter ce que dit Benjamin Angel, mais je vais vous dire ce que nous on fait, parce qu'on n'est pas totalement naïf et ni stupide, j'espère. Évidemment, la question de la compatibilité du pilier 2 avec le droit de l'Union européenne n'est pas une question qu'on a attendu, pour laquelle on a attendu d'avoir délivré le produit pour se la poser. Elle a été intégrée dans le design du pilier 2. Et donc, l'assertion que vous faites, qui est que le pilier 2 est contraire aux libertés fondamentales, est fausse. Elle pourra se révéler vraie si on a mais dire c'est faux et on met en cause les libertés fondamentales, c'est prendre un parti, et je pense qu'il est faux. En tout cas, notre analyse et le design du pilier 2, et on a fait travailler les meilleurs juristes là-dessus. Il se trouve d'ailleurs que les meilleurs juristes sur le droit communautaire sont souvent aux États-Unis. Donc, on a fait travailler des juristes européens et des juristes américains. Si, je vois lever les sourcils. Prenez Ruth Mason, c'est la meilleure spécialiste mondiale de la non-discrimination, par exemple. Vous n'avez pas mieux, non-discrimination en Europe. Donc, on a fait travailler des gens comme ça. Et on a travaillé main dans la main avec les services de la Commission européenne pour que le pilier 2 ne soit en rien contraire aux libertés fondamentales, à défaut de quoi c'est un échec. Et personne ne peut imaginer qu'on va avoir des règles dérivées qui seraient contraires aux libertés fondamentales. Ce que Benjamin Angel a sans doute voulu dire, pas un fiscaliste, il est là depuis pas très longtemps, donc il faut peut-être être un peu indulgent. Je pense que ce que Benjamin a dû vouloir dire, c'est qu'il est plus sûr d'avancer d'une façon communautaire sur ce sujet en ayant des règles qui s'articulent mieux parce qu'elles sont toutes identiques, que de courir le risque d'avoir des règles qui auraient des écarts d'un pays à l'autre, qui pourraient provoquer des distorsions qui, elles, seraient contraires au droit communautaire. Vous pouvez avoir un autre débat, et je sais qu'il y a des juristes qui plaident dans ce sens, en disant, mais tout ceci est l'organisation d'une discrimination qui, en soi, est contraire au droit communautaire. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. Ce que je dis, c'est que nous, on a examiné le débat, qu'on y a travaillé, et que l'on a conçu ces règles d'une façon telle que nous pensons très fortement qu'elles n'ont aucun risque au regard du juge communautaire. Non, je ne suis pas le juge communautaire, il faut que tout ça soit jugé, mais personne, jamais, sauf peut-être Benjamin, sa langue est enfourchée, n'a voulu dire, oh ben on passe en force, et puis une directive, ça donne un peu plus, voilà, c'est un parachute quand on avait sauté dans le vide. Vous voyez, je pense que les choses doivent être très claires là-dessus. En tout cas, nous, à l'OCDE, si la commission pense faire un truc non conforme au droit communautaire, peut-être qu'ils consultent leurs juristes, mais nous, on a consulté nos juristes. Mesdames et messieurs, il est 20h28 et nous faisons une règle de terminer à l'heure, donc 20h30. On prend une dernière question, s'il vous plaît, s'il y en a une. On t'entend pas, André. Voilà, pardon. On a encore deux questions, si vous le voulez bien. La première,
d'Emmanuel Constant, ancien directeur de cabinet de Christian Scrivener à la Commission européenne, étant chargé de l'harmonisation fiscale, qui dirigeait le cabinet où j'ai eu la chance moi-même de travailler pendant 3 ans, qui pose une question à laquelle vous avez déjà un peu répondu, mais pas entièrement. Quelle place reste-t-il à l'Union européenne devant le très grand succès de l'OCDE pour continuer, je dirais, à faire progresser l'harmonisation fiscale dans l'Union européenne? Première question. Et l'autre question est une question de Cédric Deletrange, lui aussi ancien de la DLF. Que va-t-il se passer si la convention multilatérale dont vous avez parlé n'est pas ratifiée aux États-Unis, si le Global Implementation Framework dégénère, entre guillemets, et si d'innombrables conflits se développent pendant cette période intermédiaire? Le schéma qui est sur la table est magnifique, mais n'y a-t-il pas, comme on dit dans l'industrie, un risque opérationnel? Alors, première question, quelle place pour l'Union européenne? Appliquer, alors c'est vraiment un paradoxe. Moi, quand j'ai commencé à la DLF, Bruno Gibert m'a dit qu'il faut faire une visite de courtoisie à Jeffrey Owens, qui était mon prédécesseur. Donc, je suis allé le voir. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère une seule chose dans ma vie, c'est de ne pas travailler à l'OCDE. Quel truc horrible, sombre, sans intérêt. En fait, la vie m'aura appris que, paradoxalement, l'OCDE qui fait du droit mou et autres, a en fait été le leader sur tous ces sujets et que l'Union européenne a suivi. En tant que citoyen, je suis un peu gêné et parfois je regrette cela. J'aurais aimé que l'Union européenne fût le leader, mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas parce qu'on est dans un monde globalisé et que l'Union européenne ne peut pas bouger toute seule étant donné l'hétérogénéité de ses membres. Voilà, vous avez des pays qui taxent et des pays qui ne taxent pas. Et l'unanimité fait que c'est bloqué. Et donc l'Union européenne ne peut bouger que si le monde bouge. Parce que légitimement, le Luxembourg ne va pas se mettre d'accord avec une règle qui va le pénaliser sur le secret bancaire, l'argent portant en Suisse. Ou l'Irlande bougeant, les incorporels partant en Suisse ou à Singapour. Et donc la dynamique, elle a été de level the playing field. Et donc ça a donné la main à l'OCDE. Mais là, je peux citer notre camarade, Pierre Moscovici. Pierre dit que lorsqu'il a été nommé commissaire, il ne s'était même pas rendu compte qu'il avait la fiscalité. On lui a dit, au fait, tu as la fiscalité, ah bon? Et quand il a fini son terme, il a dit, mais en fait, c'était le domaine qui a le plus bougé parce que l'Union européenne a pu appliquer les règles décidées à l'OCDE. Donc ça a créé une dynamique extrêmement forte d'intégration européenne. Et donc, la place de l'Union européenne, en fait, elle est très importante. Elle n'est pas de leader là-dessus. Peut-être qu'elle sera de leader sur les questions de prix du carbone, de CBAM et autres, mais sur la fiscalité directe, non, parce que vous avez vraiment une problématique mondiale. Donc, il faut d'abord que ça se traite au niveau mondial et l'UE ne peut pas être le leader étant donné l'hétérogénéité de ses membres. En ce qui concerne le paysage, si on n'a pas une convention, si la convention multilatérale n'est pas ratifiée, c'est une excellente question, hein, et pas une question théorique. Si elle n'est pas ratifiée, ça va être un désordre sans nom. Ça va être un désordre sans nom parce que les pays vont reprendre leurs mesures unilatérales, ils vont sans doute les étendre, ils vont perdre confiance dans la capacité des États-Unis et des autres à négocier, et vous allez avoir, alors là, je ne souhaite pas être une entreprise, et là, votre coût de compliance va augmenter très fortement, parce que vous allez avoir un vrai désordre, une sorte d'anarchie. Donc, ce n'est pas très chouette. Et c'est ça qui me fait penser en réalité que ce que l'on a fait là, c'est un accord historique, non pas parce que on s'est mis d'accord et en fait ça ne sera pas appliqué, ça sera oublié, c'est qu'en réalité on a tourné une page. Je vous ai indiqué, la première page écrite c'est 1928, la nouvelle page c'est 2021. Et en 2021, ce qui se passe, c'est que vous avez un accord qui, s'il n'est pas appliqué immédiatement, sera appliqué un peu plus tard, après une phase de désordre. La phase de désordre, on l'a déjà eue. Elle peut s'accroître considérablement. Mais si vous regardez les fondamentaux, c'est quoi? C'est que le pays qui est le plus en risque de ne pas ratifier sont les États-Unis, parce qu'on sait que le régime présidentiel américain est tel que l'exécutif ne peut pas engager le législatif. C'est la Constitution américaine qui prévoit ça. Et qu'il faut vraisemblablement une majorité des 2/3 au Sénat pour ratifier un accord de cette nature, même si certains juristes pensent qu'il y a d'autres moyens de le faire, y compris par une majorité simple, une majorité dans les deux chambres. Mais quelles que soient les modalités de majorité qui ne m'appartiennent pas, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que
vous avez grosso modo une quarantaine d'entreprises américaines dans le pilier 1. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a conçu, hein, c'est de la même manière qu'on a intégré les contraintes de droit communautaire dans le design du pilier 2, on a intégré la contrainte de la ratification par le Congrès dans le design du pilier 1. D'où l'approche quantitative, on prend des chiffres, il n'y a aucune discrimination, on prend un nombre limité d'entreprises, ce qui veut dire que concrètement dans le système américain, vous enlevez le lobbying de toutes les entreprises qui ne sont pas dans le champ. Et ça fait une grosse différence. Et les entreprises qui sont dans le champ, une bonne partie d'entre elles, je ne vais pas m'amuser à dire que c'est la majorité, mais c'est possiblement la majorité, elles veulent absolument une solution, sinon elles ont les DSTs. Et donc vous avez un système qui est conçu où vous avez, la sécurité juridique qui est une demande absolue et bipartisane. 2, l'idée d'avoir une convention multilatérale avait émergé sous administration républicaine, donc ce n'est pas une idée des démocrates qui n'auraient pas parlé, c'est une idée bipartisane. 3, le lobbying ne viendra que des entreprises en scope et une bonne partie d'entre elles, sinon la majorité, veulent l'accord. Et 4, s'il n'y a pas d'accord, c'est le désordre, pour être poli. Et donc tout ça me fait penser que vous soyez en majorité démocrate ou en majorité républicaine, les chances d'une ratification n'ont jamais été aussi élevées. Et que si la ratification ne se passait pas immédiatement, ça sera par une phase un peu compliquée, mais que vous avez un nouveau cadre qui s'imposera d'une manière ou d'une autre. Et c'est en ce sens-là que ce n'est pas une anecdote, un bout de papier signé qui ne change pas fondamentalement les choses. Vous avez vraiment une page qui s'est tournée et qui est assez fondamentale. En tout cas, je pense que c'est pas seulement moi qui dis ça parce que je suis content de l'accord qu'on a conclu, mais c'est un peu ce que j'entends dans les milieux à la fois fiscalistes et politiques en France, aux États-Unis et ailleurs. On va en rester là sur cette tonalité d'espoir positif et de succès. Pascal, merci beaucoup. Je crois que vous avez réussi à donner une dimension compréhensible, géopolitique, prospective, d'un sujet éminemment technique. Et je voulais vous en remercier au nom de tout le monde. Et on a pu vous voir. De temps en temps, il y avait un décalage entre le son et l'image, mais à certains moments, c'était parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, tous. c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci, c'était passionnant. Merci Pascal. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir Pascal.